Enfin, un film de science-fiction adulte. Pas obsédé par le rythme, pas obsédé par la compréhension, pas obsédé par les messages faciles. Enfin, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Voilà le genre de conneries que j'entends à propos de ce film. La vérité, plutôt ma vérité, après le générique. Alors le pitch. Lena, une biologiste et ancienne militaire, participe à une mission d'exploration dans le but de savoir ce qui est arrivé à son propre mari, lui-même revenu d'une mission précédente et malade depuis. Donc une mission dont le but est d'explorer un étrange phénomène qui se déploie le long des côtes américaines. Un phénomène inexpliqué, appelé par les scientifiques américains le miroitement. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'ai même pas envie de m'étaler outre mesure sur ce truc. Mais c'est un film qui va me permettre, qui va me servir de toile de fond pour parler d'un phénomène que je trouve assez récurrent en ce moment dans le cinéma américain. Bon, le film, on va aller vite l'évacuer. C'est chiant à mourir, c'est prétentieux, c'est pompeux, quasi totalement incompréhensible. Mais je constate qu'effectivement il y a un buzz vraiment énorme en France et outre-Atlantique sur ce film qui n'a pas eu les honneurs d'une sortie salle et donc qui est sorti directement sur Netflix au grand dam de son réalisateur Alex Garland qui a été racheté par Netflix parce que visiblement sa distribution en salle était compliquée aux États-Unis, suite à apparemment des projections tests un peu calamiteuses, ce que pour une fois je peux admettre. Résultat des courses, écoute, tout le monde a l'air de crier au génie, mais voilà, tout le monde a l'air de se sentir obligé de croire au génie, ça c'est aussi une nuance dans les avis que je peux lire sur le film. Et personne n'a l'air de vouloir donner clairement son ressenti. Alors, Annihilation, pour moi, est encore un film qui n'est pas actuellement jugé pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il pourrait être, ou pour ce qu'il devrait être. Le ressenti premier, primaire, voire primal, quand on voit ce film, c'est qu'on se fait chier à mourir et qu'on ne comprend rien. Donc après, on reviendra sur la compréhension du film, mais voilà, c'est le premier effet direct que donne ce film. Bon, alors, moi je suis prêt à comprendre qu'on puisse aimer Annihilation. Il y a même, généralement, les gens auxquels je prête vraiment des vrais sentiments d'admiration sur ce film commencent toujours par dire « j'ai bien aimé, mais j'ai pas tout compris », voire « j'ai bien aimé, mais j'ai rien compris ». Je peux comprendre ça, c'est-à-dire qu'un film, ce n'est pas forcément une explication terre à terre. Un film, c'est aussi sensoriel. Un film, c'est visuel aussi, donc on peut être sous le charme de certaines scènes qui n'ont aucune signification particulière, tout comme on le serait dans un film de David Lynch, par exemple. On admire, sans se poser de questions. Et c'est vrai qu'il y a des scènes dans le film dont je peux comprendre la fascination qu'elles exercent sur certains spectateurs. Il y a des trucs qui sont très beaux. Donc ça, je veux bien l'entendre. Hein. Ce qui me gêne un peu, par contre, c'est qu'il y a une espèce de vague qui est en train de monter pour nous expliquer que ce film, déjà, est le meilleur film jamais diffusé sur Netflix, et le meilleur film de science-fiction de l'année. Maintenant, je lis que c'est un des meilleurs films de science-fiction du siècle. On va peut-être un peu se calmer. Et ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui se sentent obligés de cautionner. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont un peu en... Ils osent pas dire les choses, genre, je me suis quand même fait chier, donc ça devient... c'est quand même un petit peu long. J'ai pas tout compris. C'était un peu nébuleux, mais c'est bien. C'est très gênant. C'est symptomatique d'une époque où, visiblement, on se sent obligé, pour ne pas être assimilé au petit peuple, qui n'a rien compris, de trouver des qualités intrinsèques à un film qui n'en a pas, quoi. Faut comprendre que ce film participe pour moi à un phénomène devenu récurrent, qui est le film qui mécaniquement pose des bases pour être un parfait film anti-blockbuster.
et séduire une catégorie du public qui n'aime pas effectivement les grosses productions boursouflées. Certains Marvel par exemple, effectivement, où j'admets que c'est parfois particulier. J'ai l'impression que c'est une nouvelle tendance de films destinés à plaire à un public qui ne va pas forcément voir des gros films formatés, mais du coup qui deviennent eux également formatés. Parce que l'anti-blockbuster, c'est pas forcément une formule payante. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si un blockbuster a une intrigue linéaire, on va estimer que le bon contraire, c'est de faire une intrigue un peu plus nébuleuse, un peu plus basée sur les flashbacks, etc. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais qui peut aussi s'avérer catastrophique. On peut aussi se dire, un blockbuster, c'est rythmé, c'est distrayant, c'est fait pour plaire, et ben faisons l'inverse. Faisons un film pas distrayant, ou chiant, pas rythmé, ennuyeux. Vous voyez, le contraire n'est pas forcément une bonne chose. Quand on n'aime pas un film, son contraire n'est pas forcément un bon film. Et on a l'impression que voilà, c'est exactement ce que je reprochais à Mother de Darren Aronofsky, à une nuance près, c'est que au moins dans Mother, Darren Aronofsky savait lui où il allait. Alors après, le film a donné lieu à des débats, mais l'interprétation au final, effectivement, c'est que le film part de la genèse. Mais moi, j'avais pas forcément compris à la première projection. J'avais quelques bribes de l'explication, mais j'étais pas tout à fait sûr. Donc j'étais parti sur autre chose. Après, on en a débattu avec pas mal de gens, et oui, effectivement, c'est un film qui parle de la Genèse. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, j'ai vu un film, je juge un film par rapport à ce qu'il est, pas par rapport aux idées qu'on est censé comprendre au travers d'un film qui est passablement nébuleux, bordélique et chiant. C'est pas un jeu de piste. Un film ne doit pas être abscon et laisser le spectateur se démerder. Bah, je veux bien, mais à ce moment-là, ça devient quand même de la facilité. Donc Darren Aronofsky, lui, savait où il allait au détriment de la plupart des spectateurs. Mais voilà, au moins il avait une idée de départ, il n'en avait pas 12 000, même si le film est quand même assez bordélique. Là, on a le sentiment qu'Alex Garland, excusez-moi, je n'ai même pas parlé du réal, donc Alex Garland, ancien écrivain, réalisateur, précédemment réalisateur de de Ex Machina, qui était quand même d'un autre niveau que ce truc. Le scénariste aussi de la dernière version de Dredd, qui était plutôt un film intéressant également. Donc Alex Garland, on a l'impression qu'il s'aime... il s'inspire du roman de James Van Der Meer, qui paraît-il est très bien. Je sais pas ce qu'il en a pris ou pas, c'est pas mon problème, moi je juge un film. Et dans le film, Alex Garland, on a l'impression, filme des scènes qui n'ont parfois aucun lien les unes avec les autres, avec l'air de dire, mais démerdez-vous avec ça. Et ça marche. Le pire, c'est que ça marche. Ça marche, c'est-à-dire que sur YouTube en ce moment, il y a chacun une explication. Alors j'ai commencé à regarder, pour les uns c'est la genèse, pour les autres c'est une métaphore du cancer. J'ai arrêté de regarder à la 9e explication, parce qu'il n'y en avait pas une qui tenait la route, pas une en tout cas qui s'accordait avec d'autres. Et à chaque fois, le pire, c'est que ces mêmes youtubeurs qui vous expliquent la signification du film reconnaissent que oui, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire la scène où... Ah, je sais pas, ça j'ai rien compris. Il y a toujours une scène ou deux dans le film qui ne sont pas raccord avec l'explication qu'il donne. C'est un bordel. Donc c'est vrai que là c'est devenu un sport national, tout le monde s'amuse, tout le monde explique, chacun explique sa fin. Mais je trouve que c'est un peu fastoche, quoi. Et puis quant à d'autres avis que j'ai pu lire sur le film, on est plutôt dans une espèce de snobisme de classe assez moisi, quoi. Genre, c'est pas pour tout le monde, quoi. C'est un film de science-fiction adulte, mais tout le monde ne comprendra pas. Et quand on chope un de ces mecs-là, qu'on lui dit, toi explique-moi puisque t'as compris, et il vous répond, ouais, mais bon, tu comprends, chacun a son idée, c'est pas un film qu'on explique, c'est un film qu'on ressent. Arrêtez. Il y a un moment donné, c'est un film justement qui tue le ressenti. Puisqu'il empêche une partie des spectateurs de dire haut et fort, je me suis emmerdé, j'ai rien compris. Il y en a pas mal dans ces spectateurs-là qui se refusent à dire et qui n'ont pas aimé parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont seuls au monde. Vous êtes pas seuls au monde, les gars, je suis là. Effectivement, quand c'est pas bon, faut le dire. Et avec cette espèce de mise en scène un peu très pompeuse, qui fait parfois penser à du Denis Villeneuve, notamment au début. Il y a les plans du film au début où donc Lena, interprétée par Nathalie Portman, est sur un lit d'hôpital, sur une base scientifique. Elle est observée derrière une vitre par des scientifiques en combinaison. C'est très froid, c'est très glaçant. Ça fait penser à du Denis Villeneuve, sauf que Denis Villeneuve, il a un propos, il a une histoire. On n'aime pas ses films, mais il va au bout d'une histoire, il nous raconte une histoire. Là, on a des choses qui sont semées à tout vent,
Bon, je précise, c'est pas un massacre dû à un producteur fou qui a... Non, non, c'est vraiment la version, celle qu'on a sur Netflix, la version du film telle que l'a voulu Alex Garland. Donc il a vraiment mis des... Il a même rajouté les scènes qui avaient été mises de côté pour une éventuelle distribution en salle. Donc là, c'est son film tel qu'il l'a voulu. Et c'est un bordel sans nom. Et c'est en plus très ennuyeux. Donc moi, c'est vrai que la bande-annonce nous vendait une espèce de bestiaire dans une zone, la fameuse zone du miroitement, phénomène, alors extraterrestre ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas qui vient du ciel, puisqu'il y a une météorite, on voit une météorite arriver dans un phare et le phénomène se propager après. Donc voilà, la bande-annonce nous vendait une sorte de film d'exploration, d'aventure, voire même d'horreur, au sein de cette zone où se produit ce phénomène donc. Et donc je me suis... Voilà, le film est pratiquement 25 minutes, très longues minutes à se mettre en route, avec des flashbacks sur le mari de Nathalie Portman, etc. Et on attend effectivement le début de l'exploration de pied ferme en se disant ok, bon, c'était un peu tortueux, pas clair, mais voilà, le film va prendre certainement son ampleur quand les filles vont arriver dans la zone, puisqu'il s'agit d'un commando de filles. Et là, eh ben non, puisque les choses ne sont pas cohérentes. Voilà. La cohérence, selon moi, ce n'est ni de gauche ni de droite, ce n'est ni pauvre ni riche. La cohérence, c'est une qualité. Ne pas vouloir faire un film cohérent, c'est un problème. Voilà, faire un film effectivement non linéaire, avec des flashbacks, avec une lecture un peu plus complexe que la moyenne, c'est une chose. Ne pas refuser la cohérence, c'est un problème. Et dans ce film-là, voilà, ce n'est qu'une suite d'incohérences. On ne croit pas une seconde à cette histoire, on ne croit pas une seconde à ces 4 scientifiques. 4 ? Ouais, ils sont 4, je crois. Qui pénètrent, ou 5, je sais même plus, vous voyez. Comptez sur l'affiche. Doit être 5. Qui pénètrent qui franchissent donc cette espèce d'effet de miroitement qui apparemment a déjà liquidé 3 commandos précédents et qui pénètre la fleur au fusil, c'est le cas de le dire. S'il y a les fleurs et les fusils, sans combinaison, sans rien, et qui rentrent là-dedans comme s'ils allaient rentrer en pique-nique, déjà ça pose un problème. On se dit, donc voilà, on se dit on n'y croit pas. Voilà. Et pour un film de science-fiction, ne pas croire, c'est un problème. Donc déjà, et puis autre chose, on nous parle d'un film d'une grande originalité, mais comment se fait-il à ce moment-là, si le film est original à ce point-là, qu'au bout de 2 minutes 30, je savais déjà que je n'aurais pas une explication claire à la fin. Au bout de 2 minutes du film, dès le début, en fait, juste après le plan avec Nathalie Portman dont je vous parlais, à la Denis Villeneuve, j'ai compris que le film n'aurait ni queue ni tête, et surtout qu'on n'aurait aucune explication claire à la fin. Alors, pour un film qui se veut pas formaté, c'est bizarre. 2 minutes chrono, j'avais compris ça au moins. Donc ça prouve bien qu'on a affaire à une recette. Ce film qui se présente comme un film qui n'a pas de recette est en fait un film recette. Un film recette destiné à flatter l'ego d'une partie des spectateurs et à remettre en question l'intelligence d'autres qui vont se dire putain, j'ai rien compris, je dois être un peu con, alors je vais crier au génie avec la meute, quoi. Et vraiment, quand vous regardez les avis écrits, vous avez ce sentiment-là, quoi. Ouais, c'était lent, ouais, j'ai pas tout compris. Donc, il y a un malaise. On n'ose plus dire les choses. C'est un film qui est tellement artificiel dans sa fausse démarche d'originalité qu'il en devient... qui supprime en fait tout l'aspect sensoriel. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'à force de trouver des qualités à un film parce qu'il ne ressemble pas à la majorité d'autres productions, on va se retrouver, les gars, avec des trucs un peu dangereux, quoi. Limite, on va vous montrer un plan fixe d'un coléoptère et d'un fil de laine, et puis démerdez-vous avec ça, quoi. Ouais, bah ouais, effectivement, j'ai vu la métaphore de la guerre. Attention, il y a un moment donné, disons les choses, disons ce qu'on pense. Alors je précise, je suis pas un cartésien pur et dur, j'aime les films et parfois étranges, j'aime certains films de David Lynch. Moi j'ai une fascination pour Blue Velvet, qui est une espèce de film complètement hypnotique. C'est pas un de ses plus inaccessibles, je l'admets. Les derniers, effectivement, sont devenus totalement inregardables, quoi. Mais c'est impossible de supporter les derniers films de David Lynch, ce n'est pas possible. Même Twin Peaks, apparemment, la dernière saison en date, c'est compliqué. Et on n'ose pas le dire frontalement, c'est David Lynch, vous voyez. Donc faites attention, si on donne la carte à Alex Garland, que j'estimais jusque-là, bon scénariste, bon écrivain, bon réal jusque-là,
J'espère qu'il ne fera pas une annihilation de... apparemment, ce sera peut-être dans les tuyaux. Mais j'espère qu'il ne, voilà, il ne suivra pas cette voie-là. Ne l'encouragez pas, s'il vous plaît, parce que demain, vous allez vous retrouver avec des films qui seront totalement hallucinants et vous vous sentirez obligé de défendre. Comme les défenseurs de David Lynch le défendent encore aujourd'hui. Alors qu'il fait de la merde. Il a fait des bons films, aujourd'hui il fait de la merde. Personne n'ose le dire. Sous peine d'être, je sais pas, de perdre son rond de serviette dans le petit monde du cinéma. Mais c'est... Donc dites la vérité. Je demande pas aux gens qui ont vraiment aimé de tourner Kazakh. Vous avez aimé le film, ok. Je demande à ceux qui font semblant d'arrêter. S'il vous plaît. Voilà. Bon. Donc vous avez compris, je pense que je n'ai pas aimé Annihilation, je le déconseille. Cette vidéo a aussi vocation à faire en sorte que les gens ne tombent pas dans le panneau, parce que ça me désespère un peu de voir qu'il y a véritablement un engouement sur ce film. Voilà, ça rejoint, vous voyez bizarrement, j'utilise des propos que j'ai également utilisés dans ma critique sur Black Panther. C'est marrant, c'est un buzz de fond comme ça, qui repose sur finalement pas grand chose à part peut-être une différence, mais qui à l'arrivée, donc on a un blockbuster d'un côté et un film un peu plus auteur, on va dire. Mais à l'arrivée, pour moi, les deux films sont critiquables sur les mêmes plans, c'est-à-dire qu'on on aime parce qu'il faut aimer. Voilà. Deux films qui doivent être aimés pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils pourraient être ou devaient être. Alors dans Black Panther, c'est parce qu'effectivement, premier film de super-héros black, il faut l'aimer. T'as pas le choix, mec, tu dois l'aimer. Sinon, voilà. Sinon, limite, t'es raciste, on n'en est pas loin de ça. Et puis Annihilation, tu dois aimer, parce que sinon, attention, t'es un con. Voilà. C'est un peu l'idée du truc, mais ça repose quand même sur des bases, pour moi, qui sont un peu douteuses et suspectes. Voilà, donc je fais pas un procès, une fois de plus, à ceux qui ont aimé. Je dis à ceux qui n'ont pas aimé, dites-le un peu plus fort, les gars, parce que des gens sont en train de tomber dans le panneau et se tapent ça. Alors ça dure 2 heures, ils ont peut-être autre chose à faire. N'obligez pas, ne faites pas croire aux gens que ce film est une tuerie, une bombe. Arrêtez avec ça, quoi. S'il vous plaît. Voilà. Bon, bah écoutez, merci à vous. Je vous vois très bientôt pour un film, parce que pour moi c'est pas un film. Et puis bah n'hésitez pas à vous abonner, excusez un petit peu, j'étais pas trop virulent, mais je suis resté correct, il me semble. Faites-moi plaisir, abonnez-vous, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.